Bonjour à tous. Désolée donc pour ce contretemps, j'aurais dû faire le topo hier, mais j'ai eu des petits soucis d'acheminement. Donc on va discuter des spondyloarthrites non radiographiques et de l'intérêt des traitements anti-TNF dans cette situation. Donc on va discuter du problème du retard diagnostique. Le fait qui a été important pour parler de forme précoce de spondyloarthrite, c'est l'arrivée de l'IRM dans notre arsenal diagnostique et donc les critères qui ont été associés à l'introduction de l'IRM dans ces critères, les critères ASAS. Je voulais attirer votre attention sur la difficulté de cette lecture de l'IRM pour faire un diagnostic précoce, parce qu'en fait, on va voir qu'il y a parfois aussi pas mal de patients qui sont des faux positifs. Et puis ensuite, sur ces formes non radiographiques, quelles sont leurs caractéristiques et l'efficacité que l'on connaît des anti-TNF dans cette forme particulière, et puis l'impact des anti-TNF sur l'évolution structurale. Alors vous savez que dans la spondyloarthrite, il y a un gros problème, le problème du retard diagnostique. Alors en fait, ça c'est un travail de l'équipe allemande qui avait été publié en 2005, où vous voyez qu'un patient qui se présente à votre consultation avec des rachialgies inflammatoires, en fait, le pourcentage de patients pour lequel, quand vous faites la radio de bassin, il existe déjà une sacroïlite radiographique, finalement, c'est peu, hein, c'est 10 à 30%. Alors là, je vous parle avec les données européennes. Je sais qu'au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, il y a des formes beaucoup plus sévères, et souvent celles que vous voyez, vous, arriver, ont déjà des anomalies radiographiques. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, cette sacroïlite radiographique, elle va apparaître, mais il va falloir, dans certains cas, un temps assez prolongé. Vous voyez qu'on arrive à voir cette sacroïlite dans 50 à 70% des cas, simplement après 5 ans d'évolution. Et puis, il y a des patients pour lesquels elle n'apparaîtra jamais, cette sacroïlite radiographique. C'est 10 à 15% des patients dans cette étude allemande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que utiliser la radio standard du bassin pour faire un diagnostic de spondyloarthrite, finalement, ça va être pertinent au diagnostic, au départ, que dans 10 à 30% des cas. Dans les autres cas, il va falloir du temps avant qu'elle apparaisse. Et il va falloir donc s'appuyer sur d'autres critères pour pouvoir poser ce diagnostic. Donc ça, c'était un petit peu l'intérêt, si vous voulez, des critères ASAS, qui, strictement parlant, sont des critères de classification, pas vraiment des critères diagnostiques, hein, mais on les utilise par excès comme critères diagnostiques. Et vous voyez, dans ce set de critères, on fait appel à une possibilité de sacroïlite, mais pas seulement une sacroïlite radio, mais également une sacroïlite IRM. Et on associe également d'autres items. Donc si le patient il a au moins un item en faveur d'une spondyloarthrite listé ici, ça ressemble beaucoup aux critères AMOR, hein, que vous connaissez bien sur l'école française, rachialgie inflammatoire, arthrite, enthésite, uvéite, tous ces items-là, plus une sacroïlite qui pourrait être définie par une sacroïlite IRM, pas seulement radiographique. Vous pouvez poser un diagnostic de spondyloarthrite. L'autre façon d'entrer dans ces critères, c'est d'être B27 positif. Je sais aussi qu'au Maghreb, ce B27 est moins fréquent par rapport à la France, par exemple, mais enfin, il est quand même assez prévalent. Et vous voyez que ces sets de critères ont une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Si les patients rentrent par le bras qu'on dit clinique, avec un B27+, comme c'est quand même pas exceptionnel d'être B27, eh bien, il faut 2 items ici pour pouvoir considérer le patient comme ayant une spondyloarthrite. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à l'IRM, donc, quand les critères ASAS ont été publiés en 2011, il y a eu un atlas aussi avec plein d'images, plein de possibilités d'anomalies radiographiques pour montrer un petit peu ce qu'on attendait comme anomalie IRM pour poser un diagnostic de spondyloarthrite. Donc ce travail a été fait avec une combinaison de radiologues et de rhumatologues. On utilisait l'IRM sur des conditions simples, hein. En fait, on fait un T1 et on fait un T2 STIR. Voilà, il n'y a pas besoin d'injecter du gadolinium et tout ça, et ça a été clairement démontré que ça n'apportait rien. Il faut faire vraiment des clichés simples pour poser un diagnostic. Et pour retenir une IRM en faveur d'une spondyloarthrite, eh bien, il faut que vous ayez suffisamment d'œdème sur les clichés pour pouvoir poser ce diagnostic. Suffisamment d'œdème, ça veut dire quoi? C'est-à-dire au moins 2 endroits différents d'une même coupe, en STIR, donc un effet blanc, je vais vous le montrer sur d'autres images après, soit 2 coupes successives avec un œdème visible. On ne prend pas en compte, à ce stade-là, selon les critères ASAS, des anomalies structurales, ce qui est probablement une erreur, mais enfin, c'était comme ça que c'était proposé initialement. Parce qu'en fait, quand on regarde une IRM, on regarde la globalité, on regarde aussi s'il y a des érosions, s'il y a une capsule. Mais en tout cas, selon les critères qui avaient été proposés initialement, c'est l'œdème qui permet de poser ce diagnostic de spondyloarthrite. Donc là, vous avez un exemple en T2, vous voyez cet œdème qui est là visible sur 2 coupes différentes, là vraiment très important. Là également. Donc, c'est ça que l'on attend pour poser un diagnostic de spondyloarthrite.
Ce que vous devez connaître pour pouvoir interpréter une IRM anormale, d'abord, faut en lire beaucoup, hein, il faut en avoir fait beaucoup pour avoir à l'œil qui se forme, mais il faut aussi avoir dans l'œil, si je peux dire, la sémiologie normale de l'IRM. C'est-à-dire que sur une IRM de sacro-iliaque, vous devez avoir des berges articulaires qui sont bien nettes et régulières. Vous devez avoir un interligne qui est bien fin, qui n'est pas élargi. S'il est élargi, c'est qu'il y a eu des érosions avant qui ont donné cet aspect pseudo-élargi. L'os sous-chondral, il ne doit pas être trop dense, il ne doit pas être condensé, ça doit être quelque chose d'assez fin. Il n'y a pas de plage de sclérose, il n'y a pas de capsulite, il n'y a pas de synovite. Ça, c'est l'aspect normal. Donc, par exemple, ici, je vous ai montré une image donc ça, c'est une IRM en T1. Donc, vous savez que le T1, c'est ce qui nous permet de bien voir la structure osseuse. Alors que le STIR, en T2, nous permet de voir l'œdème. Donc, le T1, il faut le regarder aussi, parce qu'il est important, ça nous permet de bien voir les berges. Là, vous voyez qu'elles sont bien nettes, bien régulières, il n'y a pas d'aspect noir très étagé qui pourrait nous faire penser à une sclérose. Ça, c'est un sujet normal. Donc, il faut avoir bien en tête cette image. Et en STIR, donc cette fois-ci, vous allez rechercher des plages d'œdème, donc qui vont apparaître en blanc sur ces coupes. Et vous voyez que là, il n'y en a absolument pas. Donc ça, c'est une IRM normale. À comparer ici avec une IRM complètement caractéristique d'un patient qui a une spondyloarthrite, et c'est ça que vous devez rechercher, avec ces plages d'œdème qui sont très étendues. Donc vous voyez, quand les critères ASAS nous disent qu'il faut que ça soit visible sur au moins 2 endroits différents d'une même coupe, ou sur 2 coupes successives quand vous balayez vos sacro-iliaques, bon là, il n'y a aucun doute, hein, c'est des plages importantes. Et en fait, c'est ces images-là auxquelles vous devez vous attacher. C'est-à-dire que l'œdème doit être important. Pourquoi? Parce qu'en France, en France, en Europe, quand ces critères ASA sont apparus, on s'est dit chouette, on va pouvoir faire des diagnostics précoces de la maladie, c'est très bien. Et en fait, on s'est un peu trop attaché à des micro-œdèmes. Et on s'est rendu compte que les micro-œdèmes, on pouvait les voir si vous faites du running le week-end, si vous faites un peu de sport, si vous avez une activité physique. Il y a des équipes américaines qui ont montré qu'on pouvait avoir des petits signaux inflammatoires sur les sacro-iliaques sans pour autant en faire une spondyloarthrite. Donc j'attire bien votre attention que si vous commencez à en faire beaucoup, des IRM, vous allez avoir ces questionnements qui vont apparaître et éviter de passer par les problèmes que nous, on a eus, où on a fait des diagnostics à tort et à travers de spondyloarthrite pour des œdèmes qui n'étaient pas du tout en rapport avec une spondyloarthrite. Et pour bien illustrer ça, il y a Lambert qui a fait un travail très intéressant où il a fait des IRM à une cohorte de patients. Il y en a qui avaient authentiquement une spondyloarthrite, il n'y avait aucun doute, 77 patients. Des patients qui avaient des lombalgies inflammatoires, on ne sait pas trop ces patients si c'est des spondyloarthrites débutantes ou des rachéalgies enfin, quand même mécaniques sur des discopathies avec un modique. Et puis les 2 groupes les plus importants, c'est des patients qui ont des lombalgies non inflammatoires, dites non spécifiques, et puis 59 volontaires sains. Donc il fait des IRM à tous ces patients, et puis on va voir ce qu'il va trouver. Il était demandé là aux radiologues, aux rhumatologues qui lisaient les IRM, de décrire s'il y avait de l'œdème, des érosions, un peu de graisse, de l'ankylose, et à la fin de leur analyse, ils devaient dire si oui ou non il y avait une spondyloarthrite dans ces différents groupes. Et les résultats sont tout à fait édifiants, parce que si vous vous concentrez sur les 2 groupes de patients qui n'ont absolument pas une spondyloarthrite, ils ont juste mal au dos, voire rien du tout, puisque c'est des volontaires sains, eh bien vous voyez que les lecteurs trouvaient, dans 38 ou 30% des cas, selon les groupes, qu'il y avait de l'œdème, alors qu'ils n'ont pas de spondyloarthrite. Donc si on s'attache simplement à l'œdème, vous voyez que ça peut induire des erreurs. Et pareil pour les érosions. Alors là, c'était 1 ou 2 lecteurs qui avaient dit ça. Si on est encore un peu plus strict et on dit on va avoir une concordance de la lecture pour plus de 2 lecteurs, bah vous voyez, il y a encore 20% des cas, 20 ou 15 à 20% des cas où les lecteurs trouvaient qu'il y avait un œdème ou des érosions ou de la graisse. Donc j'attire vraiment votre attention là-dessus parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. L'IRM, c'est bien pour faire un diagnostic de spondyloarthrite précocement. Mais attention, ce qu'on veut, c'est des vraies anomalies convaincantes. Ce n'est pas un petit bout d'œdème dans un coin de sacro-iliaque. Sinon, vous risquez de faire des diagnostics par erreur et par excès, et ce n'est pas bon. Quand on a eu quand même cette grande entité de spondyloarthrite précoce, non radiographique de proposer, il y a différentes équipes dans le monde qui se sont intéressées à partir de cohortes de patients comme ça, à décrire leurs caractéristiques. Finalement, est-ce que ces formes non radiologiques, elles sont différentes des formes radiologiques sur leur présentation clinique? Donc, par exemple, on a ce travail de la cohorte GESPIC, c'est une cohorte allemande. Donc, vous voyez, il y a 226 patients qui ont une spondyloarthrite selon le clinicien, sans sacroïlite radio, avec des évolutions de moins de 5 ans ou de moins de 10 ans. Donc, ils vont regarder toutes les caractéristiques de cette cohorte de patients et vous voyez que, comparé à des formes radiologiques, eh bien, en fait, les non-radios, c'est le même âge de début,
Les manifestations à type d'arthrite, d'anthésite, de dactylite, c'est exactement la même chose que sur les formes radiologiques. Sur les manifestations extra-articulaires, la même chose. Il y a autant de pseudo, d'uvéite, de Mickey. Le B27 et l'histoire familiale est commune. Et même l'activité de la maladie, parce que vous pourriez vous dire, oh, c'est des formes non radio, elles sont moins sévères. Eh bien, ce n'est pas le cas. Si on regarde sur des paramètres d'activité de la maladie, que ce soit le BASDAI, le VA douleur ou l'appréciation globale du patient, c'est exactement la même chose. Il y a quand même des différences. Les formes non radiologiques, dans cette étude, c'est moins souvent des hommes, c'est plutôt des formes féminines. Le BASFI, c'est-à-dire l'impact fonctionnel de la maladie, est moins important. Elles sont moins inflammatoires. Et je dirais la résultante de ça, on va en discuter après, c'est que les formes moins inflammatoires, elles ont moins de syndesmophytes, elles sont moins sévères au plan structural. Et du coup, effectivement, leur MSA, c'est moins élevé. Donc globalement, sur les manifestations articulaires périphériques, tout ça, c'est pareil. Mais il y a une petite différence sur les non-radios, c'est plutôt des femmes, moins de CRP et moins de problèmes structuraux. Ça a été fait aussi sur la cohorte Désir que vous connaissez, hein, qui est la cohorte française de forme, de forme majoritairement non radiographique. Hein, c'est des patients qui avaient des lombalgies inflammatoires qui évoluaient depuis plus de 3 mois et moins de 3 ans. Donc c'est vraiment des formes très précoces. Même principe, on a essayé de regarder les caractéristiques de ces formes. Dans cette cohorte, il y a plus de 700 patients. On retient les 475 qui répondent aux critères ASAS et on va regarder un petit peu leurs caractéristiques. C'est un travail qui a été fait par Pascal Claude-Pierre à Henri Mondor. Et lui aussi trouve la même chose, vous voyez, âge de début, il n'y a pas de différence sur l'arthrite, anthésite, psoriasis, uvéite, histoire familiale. Globalement, les caractéristiques sont identiques. Sur l'activité de la maladie également, finalement, il ne faut pas dire qu'une non radiographique, elle est moins active. Hein. Ce n'est pas le cas du tout. Les paramètres d'activité de la maladie sont tout à fait similaires. Par contre, il y avait des petites choses qui étaient associées aux signes radiologiques. Donc, quand il y a une CRP, il y a plus de formes radiologiques. Donc, quand on n'a pas, c'est moins radiologique. Les formes radiologiques ont un peu plus d'inflammation sur l'IRM des sacroiliacs, vous voyez, de façon importante. Et la sensibilité aux anti-inflammatoires, par contre, elle est moindre dans les formes non radiologiques. Il y avait une histoire sur la consommation d'alcool. Donc, des paramètres, là aussi, qui sont un petit peu très précis, qui sont un petit peu différents dans les formes non radiologiques. Donc, il faut retenir que dans les formes non radiologiques, ou les formes radiologiques, elles touchent plus les hommes, avec des formes un petit peu plus sévères, un peu plus actives au plan radiographique, mais les non radiologiques, sinon, ont exactement les mêmes caractéristiques que les formes radiographiques. Alors, ensuite, on se pose la question toujours, déjà, dans les formes non radio, qu'est-ce que donnent les anti-TNF? Finalement, la plupart des études pivots, hein, quelles que soient les firmes, ont été menées sur les formes critères de New York. Les études qui ont été faites après dans les non radiographiques, elles sont apparues dans un deuxième temps. Et qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est un travail de l'équipe allemande, ils sont très actifs, où ils ont regardé, eux, dans leur ensemble de patients traités par des anti-TNF, est-ce qu'il y avait une différence de réponse au traitement en fonction, finalement, de la durée d'évolution de la maladie. Et vous voyez que, finalement, par exemple, là, c'est le pourcentage de patients qui répondent aux critères BASDAI 50. Eh bien, quand vous avez un patient devant vous qui a une durée d'évolution plus courte, moins de 10 ans, vous voyez que le pourcentage de réponse est bien meilleur. Ça suggère qu'il faut peut-être traiter les patients plus tôt, parce que ça marche mieux. Vous voyez que des patients qui avaient 10, 20 ans ou plus de 20 ans d'évolution, eh bien, il n'y avait que 30% d'entre eux qui répondaient aux critères BASDAI 50. Donc, visiblement, sur cette première étude, ça marche plutôt bien quand c'est une forme débutante. Alors, maintenant, les données issues des firmes. La première, c'est l'étude Esther, hein, que vous connaissez bien. C'est cette étude qui a comparé l'étanercept à la salazopyrine sur des formes qui sont assez récentes, vous voyez. Les patients devaient avoir des douleurs depuis plus de 3 mois et moins de 5 ans. Et en fait, dans ce groupe, il y a la moitié qui sont des formes radiologiques, critères de New York, et l'autre moitié qui sont des formes non radiologiques. Et à travers cette étude, on va pouvoir comparer l'efficacité relative des anti-TNF et de l'étanercept, en l'occurrence, sur ces différentes formes de la maladie. Vous voyez que la durée moyenne d'évolution, c'était 3 ans. Hein. C'est des formes vraiment récentes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà les pourcentages de réponses. Donc ça, c'est la première partie du travail. Ce n'est pas l'objet de ma présentation là. C'était juste pour vous rappeler que quand on compare l'étanercept à la salazopyrine, c'est l'étanercept qui marche le mieux. Si on prend par exemple la SAS40, vous allez retenir qu'il y a 70% des patients qui répondent en ASAS 40 avec un anti-TNF. Mais ce n'était pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout ce résultat-là. C'est pour comparer finalement les formes radio aux formes non radiologiques. Vous avez en bleu les formes non radio et vous avez en gris ici les formes radiologiques. Et vous voyez que le pourcentage de répondeurs, là encore, là on regarde à S48, eh bien vous voyez que le pourcentage de patients ici en rémission est beaucoup plus important
sur des formes non radiographiques. Donc là aussi, ça suggère l'intérêt de traiter des patients tôt, bien entendu, quand il y en a besoin. Alors ça, c'est l'étanercept, mais il y a d'autres études qui ont été faites avec les autres anti-TNF qui vont dans le même sens. Ici, c'est un travail qui a été fait avec l'adalimumab. Là encore, vous voyez que ce sont des formes qui sont plutôt récentes. Donc, on se basait pour poser le diagnostic, en gros, sur les items ASAS. Et vous voyez qu'en moyenne, dans cette étude, les patients ont 7 ans d'évolution. C'est plus qu'avec l'étude étanercept. Étanercept était 3 ans. Là, on est 7 ans. On n'est plus complètement extrêmement récent. Et d'ailleurs, le pourcentage de réponse est un petit peu moins bon. Mais globalement, on a quand même 55% de réponse chez des patients qui ont une forme récente de la maladie. Hein. Donc, c'est quand même pas si mal du tout en ASAS 40. Hein. Donc là encore, une efficacité intéressante quand on est tôt. Et avec l'infliximab, on a ici cette étude plus de 3 mois, moins de 3 ans aussi. Donc, c'est des formes relativement récentes, des patients qui sont traités par infliximab. Et vous voyez que les pourcentages de réponse sur des formes précoces, si on compare la SAS40 qu'on avait tout à l'heure, vous voyez 61%. Donc le message, c'est les formes non radiologiques, elles peuvent tout à fait bénéficier d'un anti-TNF, et même plutôt plus que des formes qui ont une durée d'évolution plus importante. Les pourcentages de réponse sont supérieurs. Ensuite, on va vouloir savoir ce que vont donner les anti-TNF sur la progression structurale. Il faut déjà savoir quels sont les éléments, indépendamment du traitement, qui vont impacter l'évolution structurale de nos patients. Alors pour ça, on a plusieurs études. Je vais vous présenter par exemple la cohorte OASIS. Vous savez que c'est des patients qui ont été suivis dans 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Ils ont été suivis de façon longitudinale depuis maintenant, je crois, pratiquement 20 ans. Hein, depuis 1996, ça fait 21 ans, 22 ans. Et on va regarder un petit peu comment ils évoluent au plan clinique et puis comment ils évoluent au plan radiologique. Alors pour la radio, évidemment, il y a des perdus de vue dans l'histoire et on a 132 patients pour lesquels on a des radios qui sont réalisées à baseline, puis à 2 ans, puis à 4 ans. Et puis on va voir un petit peu l'évolution et les paramètres associés à l'évolution structurelle de ces patients. Eh bien, ce qui est important, alors il y a eu des analyses univariées et puis des analyses multivariées. En univarié, les éléments qui impactent la progression structurale, c'est le fait d'être un homme, d'avoir une activité de la maladie importante. Et puis là, ce qui impacte le plus, vous voyez, l'odds ratio est à 14. C'est-à-dire qu'un patient qui a déjà des seins dysmorphiques au départ, c'est celui qui va avoir une progression structurale la plus sévère, en avoir conduit à plus de seins dysmorphiques. C'est comme Christian Roux, il a dû vous dire que quand on a un tassement vertébral, c'est un facteur qui prédit l'évolution d'une nouvelle fracture vertébrale. C'est la même chose pour les seins dysmorphiques. Et on regarde ce qui se passe en multivarié, vous voyez qu'en multivarié, le fait d'avoir des seins dysmorphiques à baseline reste significatif, de même que le fait d'être jeune et d'être un homme. Donc ça, c'est des paramètres connus pour impacter la progression structurale. Ce travail de Sofia Ramiro regardait un petit peu la progression de ces patients dans la cohorte OASIS. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais regardez juste le graphe. Alors, ce n'est pas facile à lire, mais vous voyez que la progression structurale des patients, elle est très variable. Il y a des patients qui vont plater, et puis il y a des patients, regardez, ils vont avoir au début une progression structurale pas très importante, puis d'un seul coup, ils flambent, et puis après, ça va stagner. Donc, ce qu'il faut retenir de ce travail, c'est qu'il y a vraiment des comportements, des progressions structurales qui sont extrêmement variables d'un patient à l'autre. Ce n'est pas parce qu'au départ, il n'a pas trop progressé que d'un coup, il ne va pas se mettre à flamber. Donc, voilà. Et la durée d'évolution, elle n'est finalement pas si importante que ça. Ce que vous devez retenir dans cette cohorte, c'est quand même, sur 12 ans, il y a 60% des patients qui ont eu une progression structurale avec au moins un sein dysmorphique qui est apparu. Donc, ce n'est pas rien. Il ne faut pas considérer que la spondylarthrite n'est pas, même celles qu'on voit au jour d'aujourd'hui, ne sont pas forcément pas sévères. Ce travail est très important parce qu'en fait, elle a pu stratifier la progression structurale des patients en fonction de l'activité de la maladie. Et elle a très bien, vous le voyez bien, par exemple là, vous voyez, c'est des patients qui ont une maladie inactive, avec un ASDAS en moyenne sur cette durée autour de 1. Et puis là, plus la pente monte finalement, plus les patients ont une maladie active. Donc la chose que vous devez retenir, c'est assez intuitif, mais c'est bien de le démontrer parce que l'intuition, ça ne fait pas tout. C'est que quand vous avez un patient qui garde une activité de la maladie, là c'est mesuré en ASDAS, mais vous pouvez le mesurer en BASDAI, c'est la même chose, eh bien vous allez avoir un patient qui va continuer à progresser. Et ce n'est pas rien. Par exemple, un patient qui a un ASDAS à 4, alors d'accord, c'est une activité de la maladie élevée, eh bien vous voyez que son score MSAS, il va passer de quelque chose qui devait être autour de 13 ici à 30. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il a fait des ponts à plusieurs étages sur son rachis cervical et lombaire. Donc gardez bien en mémoire qu'un malade qui garde une activité de sa maladie va avoir une progression structurale. Alors il y a des données également intéressantes sur la cohorte GESPI que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc c'est des patients qui ont un suivi radiographique au long cours avec des radios qui sont faites normalement tous les 2 ans. Et
ils ont comparé dans ce travail la progression structurale entre des formes radiologiques et des formes non radiologiques. Comme je vous ai dit que quand on a des syndesmophytes, on est plus prône à en faire d'autres dans le suivi, instinctivement, on pense que c'est ceux qui sont radiologiques qui vont être les plus progresseurs. Et effectivement, dans le groupe avec une spondylarthrite ankylosante critère de New York, avec une anomalie sur la radio de bassin, vous voyez que sur 2 ans, il y a 20% des patients qui sont progresseurs, alors que dans les formes non radio, il y en a quand même moins qui progressent. Il n'y en a que 7,5%. Donc les paramètres qui ont été montrés associés à la progression structurale, dans ce travail, on va retrouver un petit peu les mêmes. Avoir des syndesmophytes à baseline, c'est des patients qui vont progresser, il faut les surveiller de près. Le fait d'avoir une inflammation persistante, vous voyez, une CRP élevée ou une VS élevée. Le tabac, vous savez que ça a été retrouvé par plusieurs études. Les patients qui fument, ils ont une progression structurale qui est plus importante. Donc gardez bien en mémoire ces différents items pour pouvoir intégrer les éléments de progression structurale sous anti-TNF. Il faut déjà connaître qu'est-ce qui est associé à la progression structurale tout court. C'est le fait donc d'être un homme, de fumer, d'avoir une CRP élevée, d'avoir des syndesmophytes à baseline et d'avoir une activité persistante de la maladie. Ça a été reproduit ici sous des formes de batteries, mais ça nous dit pas plus. Qu'est-ce que font les anti-inflammatoires sur la progression structurale? En fait, on a en gros aucun élément pour nous permettre de dire qu'un patient qui est sous anti-inflammatoire, ça va limiter sa progression structurale. Donc vous ne pouvez pas dire à un patient, je vous laisse sous anti-inflammatoire, parce que je pense que ça va avoir un impact sur la progression structurale. On ne peut pas le faire. Parce qu'à côté de ça, il y a quand même les effets secondaires des AINS au long cours. Hein. Un patient qui est à pleine dose d'anti-inflammatoire pour être bien du 1er janvier au 31 décembre, après 20 ou 30 ans d'utilisation sur le rein, tout ça, il y a des conséquences. Donc on donne les anti-inflammatoires à titre symptomatique, mais on ne peut pas recommander à un patient de le garder même s'il a pas mal pour prévenir la progression structurale. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Sur les anti-TNF, alors ça a été difficile de montrer les effets potentiellement limitants sur la progression structurale des anti-TNF. Vous connaissez ces 3 études qui ont été faites par Désiré Van der Heijst, qui a en fait repris les données des patients soit traités par Humira, soit traités par etanercept, soit traités par infliximab, et qu'ils ont comparé aux données de la cohorte Oasis. Alors vous allez me dire, ah oui, mais on ne peut pas comparer. Les patients qui ont été mis sous anti-TNF, ils avaient une activité forcément de la maladie qui était importante pour qu'on mette un anti-TNF. Donc on va comparer des choses qui ne sont pas comparables. Bien entendu, ils se sont fait cette réflexion et ils ont comparé à activité de la maladie identique entre les deux groupes. Donc ils ont pris les patients qui étaient requérants en anti-TNF dans les études et ils ont comparé aux patients de la cohorte Oasis qui avaient le même niveau d'activité de la maladie. Et là, on ne trouve aucune différence sur la progression structurale. On est à 2 ans. Donc ça, c'était un petit peu décevant parce qu'on était assez convaincus que diminuant l'activité de la maladie, on devrait avoir un effet structural. Mais sur 2 ans de recul, ce n'était pas suffisant. Donc il y a une étude finalement assez, plus tellement récente maintenant, mais c'est la méta-analyse de Aaron. C'est la seule dont on dispose qui permet de montrer une activité nette, significative des anti-TNF pour limiter la progression structurale. C'est une cohorte qui porte sur 334 patients. Là, pour le coup, les patients vont être suivis plus longtemps. Ils avaient des radios tous les 2 ans. Ils en avaient à baseline, ils en avaient tous les 2 ans. C'est une cohorte qui a des caractéristiques, il n'y a pas grand-chose à en dire de spécifique. Mais ce qui est important, c'est les résultats. Donc, ils regardaient les paramètres potentiellement liés à la progression structurale dans cette cohorte de patients. Donc, on retrouve en univarié les paramètres que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est le fait d'avoir un MSAS élevé à baseline, c'est ceux qui vont progresser. Ça se recoupe. Le tabac, on retrouve l'effet du tabac. Et regardez ici, l'effet des anti-TNF, c'est significatif, avec un effet protecteur à 0,52, mais c'était simplement en univarié. Il fallait être sûr que ça persiste en multivarié. Et c'est démontré, là vous avez les résultats en études multivariées, vous voyez que l'exposition à un anti-TNF a un odds ratio qui protège vis-à-vis de la progression structurale de façon significative en multivarié. Ils ont même essayé de scinder un peu ces résultats, et ils ont montré que plus le patient il avait été exposé à un anti-TNF, moins la progression structurale était importante. Et il regardait également par rapport à la durée d'évolution de la maladie, plus c'était tôt dans l'évolution de la maladie, meilleurs étaient les résultats. Il y a ensuite, pour terminer, 2 petites études qui ont été récemment publiées par l'équipe de Maxime Dougados pour voir l'effet structural à nouveau des anti-TNF, soit en regardant cette fois-ci sur les sacroiliacs, parce que ce que je vous ai montré avant, c'est le MSAS, sur la teinte rachidienne. Sur les sacroiliacs, on n'avait pas grand-chose. Donc, c'est l'étude Embarque qui a en fait pris les patients traités par etanercept comparé à la progression structurale des patients de la cohorte Désir.
Alors là encore, c'est la même critique, hein. On peut dire les patients qui sont requérants en anti-TNF, ce n'est pas forcément tous les patients de la cohorte désir, et de fait, ce n'est pas les mêmes niveaux d'activité. Et de fait, quand vous comparez les patients de désir et les patients traités par anti-TNF de l'étude EMBARC, il y a plein d'items qui sont complètement différents. Ce n'est pas le même sexe ratio, ce n'est pas la même proportion de B27, ce n'est pas le même niveau d'activité de la maladie. Donc, quand on va faire les analyses structurales, il va falloir ajuster pour ces différents paramètres qui ne sont pas comparables entre les deux groupes. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont regardé la progression structurale au sacro-iliaque entre la cohorte désir et les patients traités par etanercept de l'étude EMBARC. Et en fait, il faut s'intéresser uniquement à l'analyse ajustée, puisque je vous ai dit qu'il y avait des différents paramètres. Et vous voyez qu'il y a une différence significative à la faveur des patients qui étaient traités par etanercept, avec une moindre progression structurale pour les patients qui étaient traités par etanercept. Alors, il y a différentes façons de faire. Soit on regardait les critères de New York, soit on regardait les grades de scoring des sacro-iliaques. Il y en a, c'est un trend. Ici, c'est une vraie significativité. Donc, on a l'impression que sur la progression structurale au sacro-iliaque, sur des radios, l'exposition à un anti-TNF permet de limiter un petit peu la progression. Et il y a une autre étude qui est la même approche, mais cette fois-ci qui s'intéresse à l'IRM des sacro-iliaques pour voir s'il y a une différence entre les patients qui étaient dans le groupe placebo cette fois-ci et les patients qui étaient traités. Et on observe, donc vous voyez, vous retrouvez ces anomalies que je vous ai présentées au départ, hein, avec ces œdèmes importants des sacro-iliaques. Donc ils comparaient entre baseline et après 12 semaines de traitement ou du groupe placebo, et pour voir s'il y a des différences entre les deux groupes. Et ils trouvent des différences. Ils trouvent des différences sur les érosions, hein, qui sont significatives. Ils retrouvent des différences sur le backfill. Vous savez, le backfill, c'est ce tissu de remplacement un petit peu graisseux qui apparaît autour dans les érosions avant qu'il y ait un remplacement complètement graisseux. Et là encore, il y a une différence significative pour les patients qui sont traités par etanercept par rapport aux patients qui sont dans le groupe placebo. Et ce qui est marrant de voir, c'est qu'en fait, ça, ils ont regardé sur les érosions et le backfill. Mais par contre, si vous regardez la métaplasie graisseuse, il n'y a pas de différence. Donc ça semble jouer plutôt sur la partie structurale, érosion osseuse. Et c'est retrouvé ici dans ce tableau qui est un petit peu une synthèse où on regarde à partir du score SPARC, qui est un moyen de calculer finalement les érosions dans les différents groupes. Et il y a une différence significative à la faveur de l'étanercept pour ce qui est de l'érosion et du backfill. Donc voilà, je vous ai montré différentes notions. Clairement, l'IRM est un outil super intéressant pour permettre de faire un diagnostic plus précoce des formes non radiologiques, mais j'insiste sur, faites attention, ce n'est pas un petit chouille d'œdème sur une sacro-iliaque qui fait un diagnostic de spondylarthrite. Il faut que vous ayez des éléments vraiment convaincants, il y a la clinique bien entendu, mais il faut vraiment que l'œdème soit marqué et peut-être combiné à d'autres éléments structuraux pour poser ce diagnostic. Il ne faut pas considérer que les formes non radio sont moins sévères que les autres. Ça c'est vraiment faux. Vous avez vu à travers GESPIC, à travers Désir, que c'est des patients qui ont la même activité de la maladie, ils sont vraiment similaires. C'est juste un peu plus de femmes en général et qui font la différence, et un peu moins de CRP et un peu moins d'éléments structuraux. Vous avez vu que sur ces formes-là précoces, les anti-TNF marchent aussi bien, voire mieux. Hein, vous avez des pourcentages de répondeurs sur des choses qui ne sont pas encore fixées, qui sont importants, donc c'est un élément à prendre en considération. D'autant plus que maintenant, on commence à avoir quelques éléments. Je vous ai montré EMBARC, les deux études EMBARC, la méta-analyse de Aaron, qui suggèrent que les anti-TNF peuvent, dans une certaine mesure, avoir un effet structural. Donc il ne faut pas mettre de côté ce traitement pour des formes précoces. Si les patients ont une maladie active, il faut vraiment avoir recours à ces traitements. Après, moi, je me pose toujours la question de me dire, mais pourquoi, en étant 2018, vous voyez que l'étude de Aaron, c'est 2013, EMBARC, c'est 2017 la publication. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de mal à montrer un effet structural des anti-TNF dans cette maladie pour la PR, ça a été démontré même dans les études pivot quand même. Hein. Donc bon, voilà. Alors clairement, l'évolution structurale dans la spondylarthrite, c'est quelque chose qui se met en place sur 20 ans. Donc je pense que c'est un des éléments. Après, est-ce que quand on met un anti-TNF, on bloque essentiellement l'inflammation? Est-ce qu'il ne faut pas encore d'autres choses? Ça laisse probablement la porte ouverte sur d'autres thérapeutiques en complément qui permettront peut-être encore mieux d'avoir une efficacité sur l'évolution structurale de la maladie. Alors nous, en France, on dit oh, mais de toute façon, c'est plus tellement le problème, la progression structurale, on n'en voit plus des formes sévères. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que
Ça, c'est un collègue qui m'a transmis ces images. Alors, à propos d'un cas, on ne fait pas des généralités, hein, bien entendu, mais c'est un patient français qui a une spondylarthrite qui évolue depuis 2 ans. Ça, c'était sa radio en 2015, ça, c'est sa radio en 2017. Ça rejoint exactement ce que je vous ai montré du travail de Sophia Ramiro. Vous avez des patients qui ont des évolutions extrêmement rapides de la maladie, donc il faut rester toujours vigilant et bien juguler l'activité de la maladie. Je vous remercie.